Donc, quel prépa? Donc, bienvenue les amis chez Educati. Donc, généralement, on fait ça ou bien en ligne ou bien sur place. Nous, on faisait beaucoup d'hybrides à l'époque, on fait ça depuis longtemps. Mais là, vu les circonstances, on a décidé de le faire un peu hybride. Dommage, moi je ne m'attendais pas à des gens sur place, donc c'est bien, c'est cool. En tout cas, vous avez de la bouffe que pour vous. Bon arbitrage. ECT, Dima, donc voilà. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Tout se passe bien? On peut commencer? Donc les autres arrivent, mais moi je vais parler de ma partie déjà. Donc voilà. Donc nous, le concept d'Educati, nous, ça remonte à 2011-2012. Donc, le concept est très simple. C'est les gens de grande école qui donnent cours. Donc, en fait, ça le jarab la satbeh en gros. Donc, moi, personnellement, j'ai fait ma prépa à Louis le Grand. On a sciences maths, mon idée, hein. Cher. Ma prépa, tout de suite, prépa France. Et donc, du coup, après, j'ai fait Louis le Grand, et après, en MP étoile. Après, j'ai fait Polytechnique. Et c'est à peu près la méthode de Louis le Grand qu'on essaye d'appliquer éducative. Il y a Rally aussi qui est présent. Bonjour, salut. Donc Rally, lui, c'est un ancien élève d'éducatif qui est devenu prof éducatif. Il a fait le SCP et qui est devenu mon collègue éducatif. Donc lui, il produit 100% éducatif. Donc lui, c'est l'un des associés maintenant éducatifs. Et je pense qu'il y a donc Rally qui va représenter les ECT aujourd'hui pour l'ESCP. Et il y a aussi Zakaria qui est à HEC, je suppose. Hello, salut tout le monde. Ouais, je suis en dernière année à HEC et voilà. Je donnais cours à Educati il y a quelques temps aussi. Exactement, donc Zakaria aussi qui va nous égayer de ses conseils. Je pense que vous le connaissez déjà si vous êtes là à la résidence. Et les autres, en fait, est-ce qu'il y a des scientifiques, des MP, des SP, etc. avant qu'on commence? Oui, il y a des MP. Il y a des ECS aussi? Oui, il y a des ECS. Ok, très bien. Ok. Donc, il y a aussi les autres CS qui vont arriver. Ils sont en train de jouer. Ouais. Je te jure qu'ils sont en train de jouer. Donc, les amis, donc, je vous explique, c'était ça le concept. Donc, nous, on a commencé, comme les gens de grande école sont en France, donc nous, on a commencé, si tu veux, nous, on travaille avec Zoom depuis 2013. Vous voyez bien qu'on a du matériel stylé. Donc le concept, c'était ça, c'était un prof avec un tableau, etc. Pas une vraie classe, sauf que Walking France, tu m'as fait vrai. Pourquoi? Parce qu'en fait, le problème qu'il y a au Maroc de manière générale, c'est que les profs n'ont pas fait prépa. Donc vous n'êtes pas entraîné pour un concours. À la limite, c'était comme il y avait l'arbitrage avant, les scientifiques, il y a des statistiques, donc mais pour après ECS ou les MP, et donc nous, on est là, on n'est pas en concurrence avec les profs, on est comme si c'était une prépa complémentaire. Et l'avantage d'avoir des gens qui sont passés par là, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'on partage notre expérience, parce que nous sommes les profs qui donc du coup, vous n'avez aucune idée sur comment travailler. Et surtout qu'il n'y a que les gens qui sont passés par là qui peuvent comprendre votre galère. Les MP مسكر عندهم 70,000 كتاب وما عارفين شنو يديروا 70 كريم انتم باغي vous avez les 4 matières كتقول شنو غندير هذا en plus tout بحال management gestion éco droit culture G maths ما بقيتيش عارف هذا d'autant plus qu'il n'y a pas beaucoup de place pour les ECT donc mine de rien c'est plus facile mais il n'y a pas beaucoup de place donc finalement ça reste concurrentiel. Donc, c'est important de se poser les vraies questions, de savoir comment travailler, de poser vos questions. Parce que je sais, en plus, décembre, janvier, février, c'est les pires mois de la prépa. Je pense que اللي ما دايرينش الحجاب كيديروا ما كاين دابا غندخلوا في قال الله قال الرسول ما بقاش تقرا هذا ياك زكريا هذيك باسي باغ لا ولي فيتامين magnésium داكشي كامل ضربنا شايله
Donc ça c'est la période, surtout février. Là, pour moi février c'était dégueulasse. C'était dégueulasse de chez dégueulasse. Donc voilà. Donc comment en fait, de manière générale, que ce soit ECT, ECS ou la prépa scientifique, la prépa de manière générale, contrairement à ce que vous pouvez croire. Ah bon? Tu m'entends pas, Dunia? Les autres, vous m'entendez? Rally, tu m'entends? Ici, c'est bon, très bien. Ok. Ouais, on t'entend très bien. Donc, Dunia, tu as un mouchkil. Dunia? Bah, vu qu'elle n'entend pas, donc normal qu'elle ne me réponde pas. Faut peut-être lui écrire. Yacine, tu peux lui écrire qu'elle se connecte et se déconnecte et reconnecte. Donc voilà. Donc il y a plusieurs problèmes dans le problème. Donc on va pas parler par filière. Moi, je vais peut-être parler plus des scientifiques. Après, je laisserai la main à Rally et Zakaria pour parler de la prépa commerciale. Mais moi, j'ai donné beaucoup de cours de maths en ECT. Et d'ailleurs, donc les bouquins, les kédorons, on est quasiment. Donc, je vous jure que c'est vrai. Qui tu vas faire là? C'est pas signature. Parce que là, parce que ECT, il n'y avait pas de bouquin pour ECT. Et donc, du coup, il fallait en créer un. Et surtout, il y a une pédagogie assez particulière pour ECT, avec une certaine rédaction. Il y a quand même par rapport au reste, mais il y a quand même un petit savoir-faire à avoir. Donc, mais vous étiez censé quoi, STMG? Moi, STMG. Voilà, donc vous êtes des vrais, je suis cheval. Voilà, donc, je mal bat. Donc, le premier truc, les cadres en prépa de manière générale, que ce soit SP, ECT, ECS, c'est la régularité. Et en fait, tu as beau croire que ça te paraît simple comme truc, mais en fait, c'est un marathon, c'est pas 100 mètres. Et chez nous qui disons le Mgharba de manière générale, surtout que Mohamed Khamis ou Khansal, surtout les SP, c'est que eux, ils courent le 100 mètres tous les jours. Et en fait, ça ne paye pas et ils ne savent pas pourquoi. Déjà, le premier truc, les amis, écoutez votre corps. Pourquoi il faut écouter son corps? Allô? Pourquoi il faut ما كاينش سهل بزاف جاوبونا؟ أو 20 واحد متبع معنا وحتى واحد ما قدر يجاوب. Franchement, les micros, ils ont droit à... Peut-être qu'ils peuvent participer par écrit. Ah, oui. Lala Salima, tu es en quelle classe? Oui, même. Salima, oui, Anne. Voilà, de Bachmani. On vient d'activer son micro. Oui, Anne. Oui, Lala, oui, Anne. Moi, je suis en première année ECS. Voilà. Pourquoi Marseille s'arrête bizarre? Peut-être que ملي لو كور ما كيبقاش قادر يخدم كاع ديك الخدمه اللي غادي نخدمو راه ما غادي تكون ان فين ما عندها حتى شي ريزولتا. Là. Bon, ça, c'est juste une conséquence. Pourquoi صغير بزاف ما مزيانش؟ انا نقول لكم علاش. Parce qu'en fait. Vas-y, est-ce qu'il peut répondre? Oui, oui, vas-y. صراحة غير 2 جوغ هادي بقيت سهرة الليل كامل على ود ان دي اس وفي الاخر في داك لو دي اس ديال ام اس جي ديال تي كيو جي وديال الماناجمنت لقيت راسي ما عطيت فيه حتى حاجة لا برودكتيفيتي تتقلال فاش الواحد تيسهر. Je vais te dire pire que ça. En fait, ça, encore une fois, tu as donné un corollaire, une conséquence. C'est que, qu'est-ce qui se passe? Votre cerveau, vous l'habituez à ne pas faire. Donc, il faut que tu les concours. Surtout, il y a un décalage avec la France. À 12 ans, c'est 7 الصباح. واش انت عامين ولا 3 سنين مولف ton cerveau كيخدم بالليل مع 3 الصباح وباغيه يكون en forme le jour du concours. Ça ne marchera jamais. Oui, je me dis. Oui, Anne? Tu as compris? Oui. Donc, ce n'est pas une histoire de fatigue. Tu peux être performante la nuit.
Mais si tu es performante la nuit, tu n'es pas performante le matin. Donc, écoutez votre corps. Parce qu'on a tous des besoins différents pour le sommeil. Quel est le souhait qui est il n'y a pas de problème. Mais quel est le souhait de souhait? Oui, Ah, ça dit. L'exemple مزيان. Et donc du coup, les amis, le premier conseil, ce qu'on تخرجوا منه في هذه la prépa, surtout في العقلية ديال المغرب, c'est ça. C'est donc du coup, ce qu'on تعطيو pendant la journée, السبت والحد, et pire que ça, c'est que là سهرتوا السبت, imposez pour des raisons autres que le القراية, imposez-vous quand même un réveil le matin et le dimanche pour garder le rythme, parce que le concours, ça se passe le matin et non pas le soir. Ça, c'est la première règle qui est valable pour tout le monde, que ce soit ECT, ECS, le MP. Deuxième truc, le qaraïa bzaf. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en prépa, surtout ECS ou la prépa scientifique, c'est que vous avez tendance à chercher la quantité plutôt que la qualité. Donc, quand tu as avec le Maghreb, d'ailleurs, 1000 exercices. Tu te soules, quand tu as 100. Donc, en fait, finalement, tu as l'impression, parce que vous n'avez pas tendance à refaire les exercices de maths. Je parle en maths. أنا يوم وصلت لوي لو غران أنا كنت جايب العقلية ديال سيونس مات أنا ولد ديما أنا والكريم وداك الشيء وعاود هذا. J'ai compris que ça n'avait rien à voir. Donc, au bout d'une semaine, j'ai changé complètement ma mentalité. Pire que ça, كنت كنتلاقى مع صحابي اللي في المغرب. Donc, أنا كنت كندخل في دوك لي زولمبياد وداك الشيء, كنتلاقى مع الدراري أحسن مني. ديما نبقاو لي كتعرف التمرين أنا ما كنتش عارف, داك الشيء بان لي صعيب. Et en vrai, à la fin, le khayr fait j'ai l'NCS. Alors que, juste, je vous pose une question. Anna le Grand, en classe, on était 30. À votre avis, on était combien à avoir eu Polytechnique? On était 30 en classe. À votre avis, combien je venais à Polytechnique? Bref, ma classe. Attends des chiffres. C'est beau à chat. 2. 5. Tu m'as bien ECT. ليلى بقت واحد وانا لحظه إكرام قالت له إكرام بدات إكرام elle a compris 20 peut-être 25. 25. On était 25 sur 30 à avoir eu Polytechnique, l'avoir eu. Là, mais tu peux aller checker toutes les promos que tu veux, c'est stable. C'était pas une promo exceptionnelle. Pire que ça, on était 3 classes double étoile, donc si tu checkes les statistiques sur scu-concours.fr, tu vas voir que chaque année, il y a 100 élèves MP qui jouent une Polytechnique qui jouent Louis le Grand. Alors, on n'était pas 100G, alors que l'IDEX, n'a que 15 admissibles et non pas admis, l'économiste, etc. Alors que c'était 15 sur 150. Je ne dis pas que l'IDEX, c'est pas bien, loin de là, c'est top. Tout ce que je dis, c'est qu'il y a une méthode. Ça dépasse les compétences des élèves. Il y a une vraie méthode. Il y avait déjà le premier truc, c'était l'accompagnement des gens de grande école. Il a un HEC, un polytechnicien qui est à un certain moment, quand tu dis que ça fait un bhalou les blèches. Et surtout, ça revient sur les détails parce que, par exemple, quand je galérais sur un exercice, et tu as mon collègue qui a fait polytechnique qui dit que t'inquiète, ça te motive. Alors que les profs, surtout scientifiques, ils disent sciences maths, alors que n'oubliez pas, vos profs, ils ont fait la fac. Donc, maintenant, je prépare. Donc, parce que la différence, c'est que tu as le prof, docteur en maths, je ne remets pas en question leurs compétences. Mais, la fac, c'est-à-dire il y a une possibilité que Kulchi n'jah. En prépa, le concours, il est je petite s'attache au Kulchi j'avais 20, c'est. Donc, il y a un esprit. En fait, il y a un esprit à avoir. Alors, vous allez le remarquer, les profs qui sont souvent qui tournent le cours bzaf. Tu vas voir que qui tournent le cours bzaf, surtout pour les scientifiques, les ECS et les MP. Vous êtes d'accord? Les ECS et les SP. Complètement vrai. Voilà. Et donc, du coup, vous passez à côté de tous les classiques. Bon, moi, c'est bien parce que j'ai un débat éducatif, mais bon. Il faut quand même. Je ne veux pas recevoir la smart tomber à 100%. Tu vois. Il faut quand même qu'il y ait une base. Juste à ce واحد le point essentiel qui rejoint
le fait que les élèves en prépa, et ça, c'est un avis général, hein, mais je sais pas, faut me répondre, la France ou la n'importe, c'est qu'en fait, on est très tenté de regarder la correction. Donc, en fait, tu regardes la correction pour passer à un autre exercice. Alors que ça, c'est la plus grosse erreur à faire, surtout en maths. Et je pense que ça vaut pour les scientifiques comme ça vaut pour les commerciaux. Moi, vraiment, le déclic d'hier, il est au Qalia. باش وليت un élève vraiment عيان في maths, un élève qui peut prétendre à 15, 16, 17 le concours, c'était que واحد النهار, je me suis dit, j'arrête de regarder la correction. Ça y est, c'est fini. واخا نبقى مع هاد l'exercice 3 ايام, واخا نبقى غير في هاد la question هاد 1B نبقى فيها 3 ايام, je m'en fous. غادي نبقى ندار مع تنجيبها. Et c'est là le déclic que j'ai eu. Donc vraiment, n'ayez pas l'impression de rien foutre en faisant qu'un exercice. Je préfère que vous fassiez un exercice vous dites que vous l'avez juste ou pas, mais bon, quand aller jusqu'à la fin, que en faire 100 ou 200 alors que ma reste forcément à quelque chose. Voilà. Donc, est-ce que les gens, en fait, vous avez des questions à ce niveau-là? Des questions personnelles, on est là pour ça. Hein. Bonjour prof, j'ai eu ma licence de maths. Quels conseils vous me donnez pour mieux me préparer? Radit doser quand même les CNC, c'est ça? Riba, c'est ça, c'est H. Pourquoi H pour Riba? Pour Hassan, est-ce que c'est... Non, c'est P. Voilà, mais Radit doser CNC. Radit doser quel concours? Est-ce français ou le Maghreb? Bonjour, prof. J'aimerais faire le concours des écoles d'actuariat. Ah, l'actuariat. En fait, de toute façon, de manière générale, et je pense que Rally et Zakaria vont être d'accord avec moi, mais en tout cas pour les SP, parce qu'il y a deux matières qui sont principales et il y a une grosse quantité, il n'y a pas mieux que les annales. C'est-à-dire, en fait, à un certain moment, c'est les annales, quand il ne reste pas beaucoup de temps, surtout à partir de décembre d'abord. Il n'y a pas mieux. Elle est avec nous, je pense. Ouais. Donc, il n'y a pas mieux que ça, parce que les annales, c'est le truc qu'il faut avoir, et en fait, il faut en bouffer le maximum. Donc, et tous les gens, et en plus, ce qui est sympa, entre guillemets, en maths spé, c'est que maths physique, à la limite, et en fait, les corrections, c'est des trucs objectifs. À la limite, tu vas dire la culture G, tu ne vas pas te taper des dissertes alors qu'un thème, les cours droit, malheureusement, tu vois, t'as pas. En fait, la correction reste subjective. Il y a du qualitatif dans le truc. Alors que pour les scientifiques, c'est Saïb al-Qadien, mais en même temps, simple dans le sens où le corrigé il est disponible, etc. Donc, tu peux avancer sur les annales. Donc, pour moi, le meilleur conseil que je donnerais aux scientifiques, après je laisserai la parole à Zakaria, c'est aller à fond sur les annales. Faites-vous un programme, c'est très important, et surtout, cherchez la qualité plutôt que la quantité. En fait, essayez de refaire les choses. Mais si tu fais quelque chose, tu il a fait quelque chose, sur une feuille blanche, et essaye de voir est-ce que tu as fait ou pas. Alors, c'est très important. Dans le maths, on a non, c'est pas vrai. Il y a une espèce de répétition, il y a une espèce de hafad. Parce que n'oubliez pas, alors vous préparez un concours. N'oubliez jamais ça. Alors vous préparez un concours, c'est-à-dire il est tout ça, au coucher j'apprends ça, alors être le major. Je me dis, donc oubliez le côté moyen général, ok? D'accord. Ça marche. Zakaria? Ouais, juste pour savoir déjà à qui est-ce qu'on s'adresse, les participants, on a combien de ECT, combien de ECS, En fait, etc. ils ne parlent pas tous, ils sont en mode... Non, mais vous n'avez pas l'info? Non, on n'a pas l'info en fait. On a deux Et- unités sur place. Et, Oui, Donc, et aussi, mais et aussi la... la... sympa sur place, donc... Ouais, non, mais aussi la répartition première année, deuxième année, juste pour savoir un peu dans quel Vous avez contexte un est-ce qu'on se seul trouve. MP. À mon avis, parle de manière générale, et après... Bah on- justement, c'est bon, ok. Ah, moi, une première année ECS, Ouais. ECT, 15P, deux donc c'est un peu mélangé. Ouais. donc, Ok, bah Ah, il y a pas oui, mal de...
Là, mais selon qu'on est en première année ou en deuxième année, les objectifs ne sont pas les mêmes. Mais là, je vois qu'il y a pas mal de, Ouais, alors de tu en as première 4, année. t'en as 4 ECT2. Ok, Et 2 donc, sur place ECT2. Donc 6 ECT2 pour l'instant. Vas-y, parle en ok. deuxième année d'abord. Vous êtes en deuxième année. Ok, réaliste, d'accord, on parle d'abord aux deuxième année puisque voilà, ils sont un peu dans le rush en ce moment, etc. C'est un peu votre dernière ligne droite. Donc voilà, juste si vous avez des questions, enfin, pour ponctuer un peu ce qu'on dit, n'hésitez pas juste pour le faire de la façon la plus ciblée possible. Et sinon, moi, je préfère commencer juste par vous dire comment est-ce que ça s'est passé pour moi les derniers mois. Et Rally aussi, si tu veux rebondir dessus, juste pour leur donner une idée de notre dernière ligne droite telle qu'on l'a vécue, etc. Je pense qu'à ce stade, voilà, les concours sont dans 4 mois, j'imagine, 4-5. 4-5, vous commencez à faire un peu une sorte de bilan d'étape de tout ce que vous avez fait jusqu'ici en première année et premier semestre de votre deuxième année. Pour moi, la meilleure façon d'aborder la suite, c'est de se fixer un objectif, si ce n'est pas encore fait. Et en fonction de cet objectif que vous vous fixez, vous décidez d'une méthode de travail particulière. Je m'explique. Selon que vous préparez le top 5 ou le top 10 plus généralement, la façon de préparer n'est pas la même. Les exigences non plus, etc. Ça, j'imagine que c'est quelque chose que vous savez. Donc, première chose, n'ayez pas peur de vous fixer un objectif et de vous dire, voilà, moi, j'ai envie de me concentrer ces 4 derniers mois sur le top 5, etc. Et donc, viser par exemple plus d'annales BCE que Ecricom, etc. Sans pour autant négliger Ecricom parce que c'est souvent de très bonnes bases de préparation pour vos concours BCE. Et donc, une fois que vous êtes fixé l'objectif du rang d'école que vous souhaitez atteindre, etc., voilà, vous essayez de faire aussi un état des lieux d'où vous en êtes dans chaque matière. Et je pense que ça, là, les vacances là, de décembre sont le meilleur moment pour le faire. Vous faites une sorte de tableau de bord, je ne sais pas, faites-le sur Excel ou faites-le sur un tableau, etc., juste pour essayer de visualiser un peu où est-ce que vous en êtes. Et vous pouvez le faire de différentes manières. Je ne vais pas vous donner tous les détails pour le faire parce que ça dépend de chacun, etc. Mais voilà, moi, par exemple, en décembre, je me disais, voilà les matières que j'ai à passer. Maths, éco-droit, management de gestion, culture G, etc., etc. Voilà la note que je souhaiterais, ou alors le rang de note que je souhaiterais obtenir dans cette épreuve. Par exemple, je ne sais pas, en culture G, je vise entre un 15 et un 20. Donc, c'est une matière que je ne vais pas bâcler. Je vais quand même essayer de prendre de l'avance et de bosser ça régulièrement, de faire pas mal de sujets, etc. Réfléchir à différentes problématiques. Ensuite, en maths, je vise un 20. Donc, pour avoir ce 20, il faudrait que je fasse, pour que je sois à l'aise, tel nombre d'annales, etc. Faudrait que voilà, j'ai pas de lacunes dans ce cours, celui-ci, etc. Et donc, en gros, par état des lieux, j'entends juste à l'instant T, du coup en décembre 2021, vous arrivez à visualiser quels sont vos points forts, donc ceux sur lesquels vous allez capitaliser pour obtenir la note à laquelle vous aspirez, et quels sont vos points faibles, donc sur lesquels vous allez devoir un peu, vous focaliser pendant les mois restants pour essayer de les écarter et les transformer peut-être en points forts, etc. Et en fait, toute l'idée derrière ça, je pense que vous saurez très bien faire une sorte d'état des lieux pour vous organiser, etc. Mais toute l'idée derrière, c'est juste de se dire, il me reste 4 mois, je ne vais pas y aller à l'aveugle. Il me reste 4 mois, donc tout travail que je fais doit être un travail intelligent. Et à l'échelle, j'insiste sur ça, c'est parce que nous, je ne sais pas si c'est lié à notre culture marocaine, etc., mais en fait, on a grandi un peu dans cette culture de l'hfada un peu, etc., et par extension du dogmatisme, en général, notre façon de travailler. Donc,
il y a une sorte de, je sais pas, il y a souvent j'ai souvent moi été témoin d'une sorte de hiérarchie élève, prof, etc. où je me dis, bah mon prof, عطاني هذه الخدمة, donc خصني نمشي نخدمها. Non, en fait, vous êtes à 4 mois du concours. Le concours, c'est le vôtre, ce n'est pas celui de votre prof. Et la relation que vous entretenez avec vos profs n'est pas celle que vous avez entretenue avec vos profs de lycée, etc. Eux, ils ne sont que des encadrants, etc. Parce que ce n'est pas eux qui vont décider de votre note le jour J. Donc, votre travail à ces les 4 derniers mois doit être un travail que vous faites pour vous et pas pour vos profs. Même si en règle générale, tout travail que vous faites est censé être un travail que vous faites pour vous. Donc voilà, vraiment fixez-vous les objectifs que vous souhaitez atteindre et en fonction de ça, préparez une sorte de plan d'attaque, etc. Pas forcément sur les 4 mois, mais juste faites-le par exemple tranche par tranche. Voilà le mois, voilà ce que je vais bosser, voilà ce sur quoi je vais me focaliser. Le deuxième mois, voilà ce que je vais faire, etc. En revanche, si je puis me permettre, une chose à éviter, ne vous dites pas, je ne sais pas, le mois de janvier, je vais le consacrer aux maths, ensuite le mois de février, culture G, et ainsi de suite. En fait, travaillez pas par bloc comme ça, travaillez de façon, comment dire, je veux dire, travaillez toutes les matières, voilà, travaillez toutes les matières en même temps, etc., juste pour que les mécanismes de réflexion, telle ou telle discipline, tel ou tel exercice, etc., restent frais dans votre tête. Mais si vous avez bossé culture G en janvier, en avril, vous allez devoir refaire tout le travail que vous avez fait depuis. Si je peux me permettre sur ce point, parce que moi je vais devoir vous quitter. Alors, il a parfaitement raison et c'est un point que je dis qui est très important, c'est que le jour du concours, on fait toutes les disciplines. Donc, ce que tu lèves ton cerveau, qui switch le maths ou le physique, bon, vous, éco-droit, éco-gestion, etc. Donc, c'est qu'on coule chez G en parallèle. Je ne sais pas si tu en fonction d'aide. Ça, c'est un point important. Et il a cité un point très, très important au début. Il dit qu'il vous faut un objectif. Nous, pareil, à Louis le Grand, on avait tous notre planning de travail de maintenant à avril. C'est-à-dire au jour près. Et si tu ne respectes pas ça, comme si par exemple, il y a un objectif de 4 annales c'est 4 annales de maths semaine, la semaine d'après, c'est 5. On avait tous notre programme. C'est un truc qui est clé. Sinon, tu te perds. Parce que les sportifs, en fait, c'est quand vous êtes comme les sportifs. C'est la même chose. Donc, je suis désolé. Bien sûr. Non, pas du tout. Au contraire, très important ce qu'il a dit, etc. Je vais laisser 10 minutes ou 15 minutes, après je peux me reconnecter. À tout de suite. Je rebondis sur ce qu'a dit Aïtman, parce que c'est très important. En général, ceux qui ne font pas de plan, etc., de travail, quand on leur demande pourquoi ils ne le font pas, qu'ils vous le disent que mais en fait, c'est juste frustrant parce qu'à chaque fois que je fais un planning, je ne le respecte pas. Ça, moi, ça m'arrivait tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, etc. Et je pense que ça arrive à bon nombre d'autres étudiants, qu'ils soient bons ou pas. Mais que ce soit un plan que vous respectiez ou non, l'avantage d'ILO, c'est que en fait, ça vous permet d'avoir une sorte de boussole. Même si vous n'avez pas respecté le plan que vous vous êtes fixé, au moins vous savez ce que vous auriez dû faire et comment vous vous rattraperez. Donc, faire un plan n'est jamais inutile. C'est mon expérience personnelle. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade, juste pour que on reste pas dans les généralités, etc., et pour répondre à vos questions de la façon la plus ciblée possible. Est-ce que vous avez des questions? En fait, quand vous n'avez pas de questions, on considère que vous allez tous avoir HEC ou la LIX. Tout le monde va avoir HEC ici? C'est ce qu'on espère, Ali. On l'espère aussi pour vous. Mais juste, si vous êtes là, etc., posez toutes les questions qui vous traversent l'esprit. Il n'y a pas de questions cons. N'hésitez pas. On est là pour passer du temps avec vous, etc. Donc, profitez-en. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question avec le planning. Vous avez dit qu'on doit préparer un planning pour 4 mois. Mais un planning pour 4 mois, il est un petit peu ماشي clair. Ça risque de ما نحترموش في التالي. Déjà, comment faire باش تكون pour avoir une discipline اللي تخلينا أنا نحترموا هذاك le planning.
Déjà, je n'ai jamais dit vous devez faire un planning pour 4 mois. J'ai dit genre, il vous reste 4 mois, c'est le moment de planifier ce que vous faites. C'est pas du tout la même chose. Et bien sûr qu'un planning de 4 mois, enfin, plus le planning est long, plus il est difficile de le respecter, etc. Parce qu'entre-temps, il y a plusieurs éléments enfin, qui changent, etc. Genre, soit votre compréhension d'un cours, d'un chapitre, ou là, qui comme d'autres priorités, etc. Moi, ce que je dis, c'est que il vous reste les 4 mois, il faut que vous sachiez où est-ce que vous allez. Juste, après les 4 mois, vous fixez votre objectif. Voilà, il me reste 4 mois pour bosser et ces 4 mois, je vais les consacrer de telle sorte à travailler pour viser tel rang d'école. Le top 3, par exemple. Et ensuite, voilà, je veux viser le top 3. Quelle est voilà, la barre d'admissibilité, le top 3, par exemple? Bah, elle est de temps. Pour atteindre la barre d'admissibilité, comment est-ce que je peux faire? Quelle note à peu près est-ce que je suis censé avoir les différentes matières que je passe? Et en fait, c'est des notes que vous allez aussi, comment dire, définir une tranche, ça va rester large, etc., en fonction de votre maîtrise de la matière. Est-ce que c'est votre matière forte, faible, etc. Et en fonction de ce que vous souhaitez, de la façon dont vous souhaitez utiliser la matière pour atteindre votre objectif de barre d'admissibilité, etc. Et en fonction de ça, bah, vous arrivez à savoir un peu dans les grandes lignes qu'est-ce que vous devez améliorer dans cette matière, qu'est-ce que vous devez changer, est-ce que vous devez vous focaliser sur cette matière-là ou là sur une autre, etc., etc. Et ensuite, moi, en général, juste pour donner mon cas particulier, mais ce n'est pas forcément un exemple, moi, je ne faisais jamais de planning jamais sur 4 mois. Limite, c'était impensable. J'arrivais même pas à faire de planning pour un mois. En général, je faisais un planning par semaine assez large. Quand je dis assez large, c'est que je ne me contrains pas à me dire de 7h à 8h30, le lundi, je dois avoir fait ça, de 9h45. Parce que, en fait, plus le planning est ambitieux, plus vous prenez le risque de ne pas le respecter. Et plus vous prenez le risque de ne pas le respecter, plus c'est frustrant pour vous. Plus c'est frustrant pour vous, moins ça vous tente de refaire un planning. En fait, Rally, je sais pas si vous voulez dire. Zakaria, on a d'autres questions. Je vais essayer de… Yes. Rally voulait rebondir, je pense. Yes, alors juste sur la question de le planning, parce que bon, effectivement, comment est-ce que je suis censé faire un planning alors que je ne sais même pas quoi faire, etc. En fait, comme mon cas personnel, après, bon, libre à vous, moi je ne vous dis pas de faire ci ou ça, mais mon cas personnel, moi ce que je me dis, c'est qu'il faut qu'un mois avant le concours, nous maîtriser tous les aspects théoriques de les matières. D'accord? Typiquement, l'éco-droit, il faut qu'on éco et qu'on droit, il faut que j'ai vraiment toutes les compétences pour passer un concours. Et que mais qu'il y ait les annales d'entraînement, les dernières questions qui me restent, etc. D'accord? Ça peut être une façon de faire son planning. En fait, au lieu de le faire par axe de temps, il faut le faire par axe de savoir. D'accord? Ou là par objectif on va dire, plus palpable et plus quantifiable. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, là, je quantifiable. C'est que, moi, je le droit dialogue, là, mais qu'est-ce entre les deux? D'accord? Si tu as fait 4 chapitres sur 5, c'est que non, ma je coach. D'accord? Donc, moi, résumé, conclusion de mon cas, ce que je faisais, je me suis dit, Inch'Allah, à la mi-mars, donc en fait, un mois après le concours écrit comme, c'est qu'on a le droit kamel, je garde que chez les Pralia, et je fais que des exercices et que des années. Voilà. Ça, c'était mon cas personnel. Ok, on a une question, Rally Zakaria. Comment gérer la semaine, surtout le week-end? Pour ça, tu fais quelle filière en prépa? Elle est en ECS. Je laisse la question à Zakaria. Attends. T'es en deuxième année du coup? Ok. Juste, je pense que tu es d'accord avec moi pour dire que ta question elle est un peu trop vague. Comment gérer la semaine et surtout le week-end, parce que évidemment il n'y a pas de… Oui, j'ai vu. Évidemment, il n'y a pas de réponse, passe-partout à
à cette question-là. Bah, tu gères ta semaine, ton week-end, encore une fois, en fonction de tes objectifs, du mode de vie que tu préfères, etc. etc. Enfin, je n'arrive pas à comprendre le sens de la question. Je ne sais pas si tu peux le préciser un peu plus. Alors, en attendant la réponse, j'ai une question concernant la géopolitique. Bah oui, Anne, écris ta question. S'il vous plaît, une méthode qui vous paraît efficace pour travailler la culture générale. Pour répondre à la question, déjà, il faudrait déjà que je sache quel est, enfin, que la personne qui l'a posée juge un peu son niveau en culture générale, où est-ce qu'elle en est dans sa préparation aujourd'hui, etc. Et en fonction de ça, on pourrait éventuellement proposer quelque chose. Qui a posé la question déjà? Bah, on attend qu'ils répondent. Une personne demande des conseils pour bien se préparer pour l'oral. L'oral, alors, l'oral, je pense que c'est pas encore le. Alors, je dis pas que ce qu'on fait, je dis juste que c'est pas le plus crucial en ce moment. Par contre, moi, ce que je faisais, c'est que avant d'aller, quand je me brossais les dents et que j'avais le miroir en face de moi, eh ben, je me présentais, je parlais un peu d'actualité, etc. Mais il y a un truc qui est hyper important, c'est que à l'oral, on va attendre de vous que vous ayez une tête remplie, une tête, on va dire, correcte. D'accord? Je me suis dit, je sais pas moi, entre le Soudan du Sud et le Soudan du Nord, je vous dis, ah, je sais pas du tout, je connais pas, je reviens alors que ça fait 3 ans qu'on en parle. D'accord? Donc, regardez l'actualité, même d'avant, d'accord? Regardez-la de manière régulière pour que le concours, vous ayez des thématiques à aborder, mais l'oral, quand on le concours écrit, comme une autre session fait qu'on doit faire à l'oral. Pour l'instant, on focus sur l'écriture. Ouais. Ouais. Après, on a une question. X Polytechnique ou les écoles mines méritent-ils un 5,5 ou compter un sur un dédié aux écoles marocaines? Et il faut attendre le chef. Oui, et Nasser aussi arrive pour répondre aux questions des MP. Comment travailler la géopolitique pour performer en cette matière puisqu'on est face à des essayistes français très forts en géopolitique? Bah, j'en ai pas fait, donc moi, je peux pas répondre à cette question. Ouais, moi non plus, j'en ai pas fait. Il y a une question hyper intéressante de Sibdin. Okay. Sibdin, c'est le nom de mon ancien meilleur quand j'étais petit. Attends, Alors, j'ai une question avant à propos de l'alternance dès la première année. Je veux savoir la procédure. Est-ce que d'autres écoles, à part Montpellier… Oubliez ça, Allah khalik, oubliez ça. L'alternance, c'est un sujet que tu as le concours, voire même quand… Ouais, non, c'est une question importante. Là, parce que là, de la question, tu vas baser tes choix. Si l'alternance, c'est vraiment important pour vous, vous allez devoir baser vos choix sur vos choix d'école. Là, de l'alternance, le SCP en fait. Moi j'ai été alternant du SCP. L'ESSEC en fait. Je pense qu'HEC n'en fait pas. Zach, tu confirmes? Non. Voilà. Je pense que l'EM n'en fait pas. Les DEC en fait. Grenoble en fait. Audencia en fait. En fait, tout est disponible sur les sites, les gars. D'accord? Donc, c'est très simple. Vous allez rentrer sur le site des écoles et vous allez voir. Pour l'oral, comment gérer le stress et comment savoir les profils recherchés. Encore une fois, ce n'est pas le moment de parler de l'oral. OK, sur quoi se baser pour faire ses choix BCE? Pour faire ses choix BCE, il faut se baser sur 2 choses. D'abord, tes objectifs. C'est-à-dire, si tu rêves de faire HEC, il faut passer à HEC. Par contre, il faut se dire, d'abord, il jette Montpellier.
bah, que ça chope un bâton. Bah, ne passe pas Montpellier. En fait, le choix, en fait, là, BCE, c'est un seul concours. بحال اللي دوزتي une école, بحال اللي دوزتي 10. C'est le même effort que tu as. D'accord? Donc, il faut poser ça sur deux choses. La première des choses, c'est le budget. D'accord? Une école, c'est l'équivalent de 170 euros. D'accord? Et en fait, si tu te dis que moi, Montpellier, jamais je la fais, ou là, si moi, Toulouse, jamais je la fais, ou là, si HEC, c'est impossible de l'avoir, donc la main 12, la SEC et l'USCP, ben, choisissez ça. Parce qu'en fait, plus vous choisissez l'école, plus vous payez. Ok. Pour les questions de géopolitique, Andrea va répondre à vos questions dans quelques minutes. Elle est en train de se connecter, OK? Alors, Mais, oui. comment? Ouais, juste pour rebondir à la question pour l'oral, comment gérer le stress, etc. Même si c'est pas tout à fait le moment de parler de l'oral, etc. Mais comme vaut mieux ne pas s'y préparer à la dernière minute. Juste, je rebondis sur ce qu'a dit Rally tout à l'heure, sur le fait qu'il se parle devant un miroir, etc., genre pour se présenter. Vous avez peut-être l'impression que c'est quelque chose, que c'est un peu un exercice débile, etc., mais pas du tout. Parce que l'oral, c'est quoi avant tout? C'est savoir tenir pendant une demi-heure, etc., face à une personne qui n'a que cette demi-heure pour vous connaître et pour décider en partie si vous allez intégrer ou non l'école que vous présentez. Et donc, pendant cette demi-heure-là, cette personne-là, elle a envie de rencontrer une personne qui, au-delà des connaissances techniques, etc., en fonction des matières, va lui donner envie une personne que le jury va pouvoir projeter facilement au sein de l'école. Donc, je ne sais pas, moi, je suis jury de l'EDEC, etc., en entretien. Bah, pendant tout l'entretien, je vais essayer de vous visualiser, vous, Ikram ou la Salima ou quelqu'un d'autre, au sein de mon école. Est-ce que je vois cette personne-là comme un bon élément de mon école, etc. Donc, j'insiste sur ça juste pour que vous gardiez ce prisme-là, quelle que soit la matière que vous préparez à l'oral. Donc, c'est toujours, en fait, il faut que vous donniez le meilleur de vous-même à l'oral et du coup, donner la meilleure image de vous-même. Et ça passe plus que par de simples connaissances techniques un peu que vous avez apprises en prépa. Parce que sinon, pourquoi il rajouterait un oral si c'est pour évaluer exactement les mêmes choses qu'on évalue à l'écrit? Donc là, c'est plus votre savoir-être, la façon dont vous présentez, etc., etc. Et donc ça, en général, ça ne se prépare pas du jour au lendemain. C'est un exercice auquel vous devez vous habituer. Vous présenter face à quelqu'un que vous ne connaissez pas, parler de façon, formelle, mais pas trop soutenue non plus, enfin pas trop décontractée, je veux dire, etc., etc. Okay. Ma question de culture générale concerne le thème. Zakaria, on va juste répondre à une question de Giopo, désolé. Andrea, si tu peux répondre à cette question. Comment travailler la géopolitique pour performer en cette matière, puisqu'on est face à des ECistes français très forts en géopolitique? Alors, très fort en géopolitique, en tant que prof de géopolitique, je dirais pas forcément, en vrai. On a de plus en plus d'étudiants qui sont très bornés dans leurs idées, qui arrivent en fait dans leur dissertation et qui mettent leur avis très tranché. Pour des exemples, en fait, lors de conflits, ils vont prendre un parti d'un des deux pays au lieu de mettre en avant le contexte global et après d'expliquer les intérêts des deux parties. Ça, c'est un problème qui fait qu'on a beaucoup de hors-sujet. Je dis hors-sujet parce qu'on est dans le thème, mais le professeur me le mettra en hors-sujet, tout simplement pourquoi on n'est pas du tout dans un thème de géopolitique. On n'est pas du tout dans la neutralité demandée par les professeurs. On n'est pas du tout dans la connaissance neutre des conflits actuels en géopolitique. Pour performer, tout simplement, c'est simple. Je vais vous montrer. Alors, est-ce que je l'ai là? Oui. C'est une super revue pour s'entraîner. Alors, je ne fais pas de pub non plus pour Hérodote, mais voilà, moi, je suis inscrite à Hérodote. J'ai eu le Covid-19, géopolitique d'une pandémie. J'ai reçu un livre sur la Libye. Et tous les trimestres, on a un très, très bon documentaire, en fait, un très, très beau panel des meilleurs articles de l'année en France, d'accord, des meilleurs experts en géopolitique.
Quoi d'autre? Les liens LinkedIn sont très importants. Sur LinkedIn, vous avez beaucoup d'experts en géopolitique qui partagent énormément de choses. En tant que chercheuse à l'Institut d'études de géopolitique appliquée, on a beaucoup de conférences actuelles en géopolitique sur les conflits armés, la guerre du Tigré, les conflits en Arctique. Tout ça, c'est très important. Participer à des conférences gratuites d'instituts, l'IESD, les jeunes IHEDN, l'IEGA, les conférences WERA, par exemple, c'est très utile aussi pour progresser. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir avoir des panels de PowerPoint avec des experts, des citations à pouvoir placer dans vos copies qui vont vraiment apporter un plus dans vos dissertations. Et enfin, n'oubliez pas dans vos dissertations, ce n'est pas une restitution du cours. Ça, c'est vraiment une chose que les élèves font et vous n'aurez pas la moyenne à ça. Pourquoi? Parce que, admettons, je vous mets les ressources naturelles, source d'inégalité. Vous ne pourrez pas mettre définition de les acteurs. Non, il faudra problématiser votre sujet. Vous devrez mettre en quoi c'est un problème, en quoi c'est un enjeu, les ressources naturelles d'aujourd'hui, parce que ça crée des conflits, ça crée des inégalités sociales, économiques, commerciales, ça crée des tensions intra-étatiques même. On le voit en Guyane, par exemple, avec les chercheurs d'or, etc. Donc voilà tous les conseils que je peux donner en géopolitique. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Mais c'est en problématisant et en lisant beaucoup et en participant aux conférences des instituts que vous pourrez progresser. Peut-être que j'ai une deuxième question, Andrea. Pour la culture générale? Oui, 1 minute. Ok. Pour la culture générale, pareil, le thème aimer. Oui. Vous allez tomber sur une dissertation, soit sur le thème aimer, soit les thèmes des autres années, à savoir l'animal, la passion, etc. Pour les acquis, pareil. Je vous dirais d'aller checker le programme de terminale, mine de rien. Moi, j'ai une liste de beaucoup de définitions et d'auteurs. Vous checkez le programme de terminale avec les notions clés, le bonheur, l'amour. Attention, l'amour, c'est pas aimer, c'est une partie de aimer. Le travail, la famille, quoi d'autre? Le conscient, l'inconscient, le subconscient. Toutes ces notions, vous les apprenez. Et le jour où vous avez une question sur aimer notamment, aimer, virgule ou 2 points, une obligation ou une nécessité, il faut absolument pareil que vous problématisiez. En histoire, qu'est-ce que vous pouvez dire sur le verbe aimer? Est-ce que ça a toujours été une obligation? Peut-être que ça a pu être un instinct reproducteur. Deuxièmement, à l'heure actuelle, qu'est-ce que aimer? On l'a vu dans certains pays, mariage de même sexe. On a vu la question du mariage dans la famille. On a vu la question du mariage forcé. Vous problématisez, vous pouvez très bien prendre des notions de géopolitique, de français, de littérature, et vous former un plan cohérent. Il ne faut pas forcément faire thèse, antithèse, synthèse. Vous scindez en 3 parties à peu près des notions, des axes. Et là, vous placez, je leur dirais du coup pour ceux qui sont en début de cursus avec moi, la méthode AEI qui colle dans toutes les dissertations. Votre argument, le A. Le E, c'est explication, analyse. Vous expliquez votre argument et vous allez plus loin. Vous dites les conséquences, les enjeux, les limites. Et le I, c'est l'illustration. C'est l'exemple qui va valoriser votre copie par rapport aux autres. Et voilà. Et pour le nom des conférences, vous avez, alors mon institut, c'est l'Institut d'études de géopolitique appliquée. On a aussi les jeunes IHEDN, simplement. Vous avez aussi l'association WERA, W-E-2-R-E-E-A, pardon, l'IESD, qui est un institut sur Lyon avec qui je travaille. Vous avez aussi prochainement le 3I3S, c'est là où je travaille, c'est le spatial, l'Institut international du spatial. Alors, bon, je vais répéter les acronymes. IESD, IHEDN, IEGA. On a aussi le IEC-IES pour la gestion des conflits du NRBC. D'accord. Est-ce que j'en oublie? Je ne sais pas, mais n'hésitez pas à me contacter là-dessus. On a pas mal d'instituts. Moi, je fais une conférence le 21 janvier au soir sur la réserve opérationnelle en France depuis les attentats djihadistes. Ça va vraiment être un surplus dans votre copie si jamais on parle des conflits djihadistes, des conflits au Sahel, en Syrie et la France. Ah, et l'acronyme pour la dissertation, c'est le AEI. Argument, explication, analyse, illustration. Voilà. François? Oui, c'est qui? Je suis un SP, RMP. Vu que la situation au Maroc était un peu exceptionnelle, on a commencé jusqu'au début octobre, je pense. Donc, on aura un obstacle entre révision au concours et préparation avec le prof.
au niveau des cours, etc. Alors que proposez-vous comme remède à ce problème? Mohamed, il y a Nasser qui arrive dans quelques minutes. Je pense qu'il va mieux t'expliquer. Sinon, Rally, parce que Mohamed est en SP, MP. Donc, est-ce que Zakaria, tu as des conseils pour lui, d'une manière générale? La question, je la comprends pas trop honnêtement. Donc en fait, tu demandes quoi? Vous avez eu du retard dans la préparation et donc, enfin, je suis pas sûr d'avoir compris. Je voulais dire comment garder un équilibre entre préparation au concours et maintenir les cours avec le prof. Comment ça maintenir les cours avec le prof? Je veux dire, aller en cours en parallèle? Ouais. Mais enfin, je veux dire, la question, elle est bizarrement posée parce que Je pense que là, ils font 3 mois, mais ils ont 3 mois de cours et ils pensent qu'ils ne peuvent pas finir le programme d'ici fin février. Ah, ok. Dans ce cas-là, c'est un peu de la responsabilité de votre prof de vous dire comment rattraper ce que vous n'allez pas pouvoir faire en cours. Parce que je ne sais pas où vous en êtes, enfin, je ne sais même pas de quelle matière il s'agit, je ne sais pas où vous en êtes dans votre préparation, etc. Donc, généralement, quand un prof ne peut pas finir de préparer avec ses élèves, etc., il donne quelques conseils pour la boucler avant les concours. Enfin, je veux dire, la question posée comme ça, je n'appelle pas forcément de réponse parce que je n'ai pas assez d'éléments pour juger de la façon dont il faut s'y prendre. Une question. Rally, tu es là? Rally n'est pas là, je vais l'appeler. J'aimerais passer les concours français. Je suis en 2e année ECT, mais je sens que je suis incapable. Je maîtrise une matière. Dois-je faire 5 demi? Oui, mais la question elle peut être posée différemment. Enfin, tu n'aimerais pas passer tes concours parce que tu t'en sens incapable, mais si tu fais 5 demi, ça veut dire que tu vas les passer l'année prochaine. Et donc, si tu les passes l'année d'après, donc en 2023, ça veut dire que tu décales le début de ta préparation. Là où, voilà, pour moi, il est toujours intéressant, même si l'on ne se considère pas prêt, de passer les concours, parce qu'au moins, en passant les concours, tu vois à quoi ressemble le concours. Donc, tu vois un peu le niveau de ce qui est attendu, etc. Enfin, c'est aussi un mood, au-delà du fait de se préparer académiquement, etc. Juste le fait d'aller passer les concours, ça te permet de rencontrer des gens qui passent les concours, ça te permet de te mettre dans cet état d'esprit-là, etc. Donc, c'est toujours utile d'aller les passer, même quand on n'est pas prêt. Et à tous ceux qui pensent que parce qu'ils n'ont pas suffisamment préparé, etc., ils se déchauffent un peu pour aller passer les concours, sachez qu'on ne se sentira jamais prêt à 100%. Donc, il faut toujours y aller. Si vous pensez ça, c'est peut-être aussi qu'il y a de fortes chances que quelqu'un d'autre pense la même chose et ce quelqu'un d'autre va, pour le coup, aller passer les concours. Donc, allez-y. Franchement, ne vous censurez jamais par rapport à ça. Ce n'est jamais perdu d'aller passer les concours, même quand on n'a pas les résultats qu'on espère avoir. Et ensuite, en fonction des résultats, à ce moment-là, c'est une autre discussion. Enfin, vous décidez si ça vous va de cuber ou pas. Oui. Il y a d'autres questions? Zakaria, j'ai des élèves qui viennent d'arriver. Ouais, ok. Tu peux reparler de l'organisation, un peu de la préparation. Comment tu faisais? Non, s'ils viennent d'arriver, je leur propose plutôt de me poser des questions s'ils en ont déjà, juste pour pas parler de façon générale, etc. Donc, je ne sais pas si vous avez des… Comment? Ah non, désolé. L'équilibre entre les matières.
Justement, Vous êtes... tout à l'heure, on avait, avec Atman, vous avez dit qu'en 3 jours, vous passez les concours de toutes les matières. Okay, donc, il faut avoir cette préparation tout au long de l'année. Il faut travailler les maths, puis une autre matière et changer de matière. Déjà, ceux qui viennent d'arriver, c'est tous des ECT. ECS, ok. Juste pour répondre à la question de l'équilibre entre les matières, généralement, quand vous, juste, dans votre intérêt, quand vous posez une question, essayez d'être le plus précis possible parce qu'on ne vous connaît pas. Donc, enfin, on n'a pas envie de répondre de façon très générale parce qu'il n'y a pas de réponse, enfin, les réponses bateaux ne sont jamais bonnes, etc. Donc, essayez de parler de votre cas et comme ça, vous nous aidez à vous aider au mieux. Mais si je dois répondre à la question de façon générale, comment assurer une sorte d'équilibre entre les matières, ça commence tout d'abord par des objectifs. Enfin, quel niveau est-ce que j'ai envie d'atteindre dans telle ou telle matière? Donc, les objectifs couplés à votre niveau actuel. Donc, voilà mon objectif, je ne sais pas, en géopo, enfin, je dis n'importe quoi, j'aimerais avoir un 18 le jour J. Voilà ce à quoi je pourrais prétendre aujourd'hui compte tenu de mon niveau actuel. Et en fonction du décalage qu'il y a à combler entre mon niveau actuel et le niveau que j'ai envie d'atteindre, on met en place un certain nombre de mesures qui vont me permettre de rattraper le retard s'il en est, de me focaliser sur mes points forts, etc., pour jouer dessus encore plus, ou alors combler certaines lacunes. Et faire ça pour toutes les matières que vous avez à passer, de telle sorte à avoir une sorte de mapping, de visualisation de ce vers quoi vous penchez, comparé à votre niveau actuel. Et en fait, c'est ce décalage entre les deux qui va vous donner un peu le ton des mois à venir, qui va vous permettre de savoir comment est-ce que vous devez vous organiser pour combler ces lacunes-là, etc. Et pour répondre en particulier à la question de l'équilibre, comme le disait Tuman tout à l'heure, c'est important en fait, et je le disais aussi, c'est important de ne pas bosser par bloc. C'est-à-dire, ne vous dites pas, voilà, j'ai 4 mois avant les concours, janvier, je vais le consacrer au maths, je vais me donner à fond, etc. Ensuite, février, mars, ça va être la géopo. Et puis, la dernière ligne droite avant le concours, quand il va me rester 3 semaines, à ce moment-là, je vais faire un peu de culture G juste pour colmater la brèche. Et c'est là que je rebondis sur ce que disait Atman tout à l'heure. Les concours, vous les passez en 2 semaines et en fait, les matières, elles s'enchaînent généralement. Donc, vous n'avez pas une semaine consacrée aux maths, une autre consacrée à la géopo et ainsi de suite. En fait, vous passez les maths le matin, une des épreuves de culture G l'après-midi, le lendemain, vous avez votre LV1, l'après-midi, vous avez la synthèse de texte et ainsi de suite. Donc, il faut que même votre préparation vous permette d'être un peu psychologiquement dans ce mood où on enchaîne des matières qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Ce que je vous conseille pour votre façon de préparer, c'est un peu le seul conseil général que je peux donner, c'est de ne pas bosser par bloc, mais d'essayer de bosser toutes les matières régulièrement. De telle sorte à ce que même dans votre esprit, la gymnastique de réfléchir à, je sais pas, se remettre dans des maths après de la géopo, etc., devienne un peu naturelle. Et que vous n'ayez pas besoin d'un long temps d'adaptation pour passer des maths à la géopo parce que vous avez bossé les maths en janvier et la géopo en mars. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et n'hésitez pas, posez toutes les questions qui vous passent par la... Pas de souci. Posez vraiment toutes les questions qui vous passent par la tête. Il n'y a pas de questions taboues. Il y a une question, Zakaria. Je suis en 2e année ECT. Je me sens bouleversée. Je ne sais pas par quoi commencer. Et surtout, en maths, je ne sais pas s'il existe une méthode pour se rattraper en 4 mois. Ok. Je suis désolé de vous décevoir ou d'avoir l'air pessimiste, etc. Mais il n'y a pas de recette miracle. Quand on me pose une question de ce style-là, etc., je ne sais pas si vous attendez que je sais pas, je vous donne une sorte de remède miracle, etc. En tout cas, il n'y en a pas. La seule chose que je puisse vous dire à ce stade-là, c'est que tant que les concours ne sont pas là, ce n'est jamais trop tard.
Et en fait, c'est un peu le moment de décembre, janvier, etc. C'est un peu le moment charnière avant les concours parce que il y en a beaucoup qui commencent comme je le disais tout à l'heure, à se décourager bien en avance, à se dire, voilà, il me reste 4 mois, mais je ne suis pas au niveau où j'espérais être avant, etc. Donc, les concours, ce sera pour l'année prochaine. Ça, excusez-moi, mais c'est un discours de défaitiste. C'est un discours de défaitiste, c'est un discours de flemmard aussi. C'est juste, vous essayez de vous rassurer vous-même que c'est déjà trop tard pour cette année et que s'il y a un effort à faire, vous le ferez après. C'est toujours plus facile de repousser l'effort à après. Là où ça demande plus de courage de se dire, bon, il me reste que 4 mois, ça va pas être facile, etc. Mais je vais me donner à fond pendant ces 4 mois-là. L'expérience a montré que voilà, il y a des gens qui tenaient le même discours 4 mois avant le concours, etc. En mode, voilà, je suis un peu dans la merde, excusez le terme, ça va jamais le faire pour les concours, etc. Et qui finalement se retrouvent dans des écoles auxquelles ils n'espéraient même pas être admissibles. Donc, ce n'est jamais trop tard. Mais pour répondre plus précisément à ta question, est-ce qu'il y a une méthode pour rattraper les maths en 4 mois? Je ne saurais pas te dire parce que je ne connais pas ton niveau. Juste, je pense qu'en 4 mois, c'est quand même faisable de rattraper voilà, une matière comme les maths, même si on peut vous dire que c'est mort, etc. Surtout pour les ECT, parce que ce qu'on exige de vous en maths, comment dire, est facilement gérable relativement aux autres filières. Moi, c'est pour celui, je suis étudiant en 2e année ECT. Alors, Joaïna, je ne comprends pas ta question. Enfin, tu parles du programme au concours? Je suis étudiante en 2e année ECT. Je voudrais savoir la différence entre le programme marocain et celui français au niveau des matières. Au concours? C'est le même, à part le droit marocain. À part les cours droit. Oui, mais excuse-moi, juste précise ta question. Tu parles des concours ou tu parles je ne sais pas de quoi tu parles. Allô? Oui. Oui, tu parles du concours. Honnêtement, je ne sais pas parce que j'ai passé que le concours français. Je ne prépare pas le concours marocain, je ne l'ai jamais préparé, donc Mais c'est le même. je ne pourrais pas répondre à cette question. En maths, management, gestion, c'est le même, à part les cours droit. Si, parce que j'ai assisté à 2 qui ont passé. En tout cas, ISKE, ils ont pas la partie du droit français, ils n'ont pas. Ils ont que le droit marocain. Oui, Chaïeb, on va répondre à ta question, t'inquiète. Comment se préparer efficacement pour l'épreuve de contraction du texte? Tu es ECS. Alors, comment se préparer efficacement pour l'épreuve de contraction de texte? La contraction de texte, moi, mon avis, c'est que c'est un exercice scientifique. Donc, ce n'est pas un exercice qui relève de la culture générale en tant que telle, comme ça pourrait être pour l'épreuve de dissertation. Et donc, qui dit exercice scientifique dit que votre niveau, il y a plus de chances que votre niveau dans cette matière-là soit fonction de la quantité de votre préparation. Et donc, c'est un exercice, c'est le même tout le temps, etc., même si les sujets des textes changent, mais par exercice scientifique, j'entends, il y a une méthode à reproduire à chaque fois. Et cette méthode à reproduire à chaque fois, pour pouvoir la maîtriser, il faut que vous fassiez plusieurs contractions de texte. Et dans les conditions, le faire dans les conditions, j'entends préparer des textes de la même difficulté que ceux qui vous sont proposés, par exemple, à la BCE. C'est souvent des textes pas hyper compliqués à lire, mais pas faciles non plus. Donc, vous devez vous habituer à ce niveau de difficulté. Et pour vous habituer à ce niveau de difficulté, tout simplement, quand vous faites des contractions de texte, faites-les sur des annales de concours et pas sur d'autres textes lambda que vous avez trouvés, etc. Et je vous conseille à ce titre de lire, d'ailleurs, c'est un conseil que je vous donne pour toutes les matières. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas dit plus tôt, mais je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez bien? Ok.
juste Oui, Zakaria. Ouais, je profite de ça juste pour vous donner un conseil un peu général, mais que moi je faisais et dont il s'avère que c'est vraiment comment dire, une mine d'or au concours, et pour moi ça semble évident, c'est que les concours, qui est-ce qui les corrige? Bah, enfin, vous avez un jury, etc. pour chaque épreuve. Et donc, votre objectif, c'est de maximiser votre note. Pour maximiser votre note, il faut être un peu en phase avec les attentes de ce jury-là. Donc, ce qu'il attend de voir dans une copie, il faut qu'il le trouve. Et maintenant, bah, de façon tout à fait logique, comment est-ce qu'on va savoir ce qu'attend ce jury exactement de nous? Bah, on va lire ce qu'il nous dit au sujet de ses attentes. Et lire ce qu'il nous dit au sujet de ses attentes, c'est juste aller lire les rapports du jury de la BCE ou des CRICOM, etc., que vous trouvez sur les différents sites BCE et CRICOM. Donc, je vous conseille pour chaque matière que vous passez, lisez les 3-4 derniers rapports du jury. En général, ils font 1 à 2 pages. Vous pouvez les survoler, mais c'est vraiment, et je pèse mes mots, c'est véritablement une mine d'or parce que dans chaque rapport du jury, les jurys détaillent un peu ce qu'ils ont vu dans les copies de l'année passée, etc., ce qu'ils ont apprécié chez les candidats, ce qu'ils ont le moins apprécié. Donc, vous, ça vous permettra de jouer sur ce qu'ils ont apprécié et reproduire la même chose, éviter les erreurs qui les sidèrent et qu'eux ne veulent pas retrouver, etc. Et donc, ça vous permet en conséquence de savoir où est-ce que vous posez le pied à chaque épreuve. Franchement, faites ça, ce n'est pas du temps perdu. Et comme je le disais tout à l'heure, ça vous permet de faire du travail intelligent. On ne bosse pas pour bosser, on bosse pour avoir une note qui va nous permettre d'intégrer les écoles auxquelles on aspire. Donc, tout travail que vous faites doit être calculé et ne pas aller en vain. Il y a une autre question, Zakaria. Quelle est la différence entre le concours écrit BCE et écrit COM? Question, comment dire, générale encore une fois, mais on peut y répondre par plusieurs points. La première différence, c'est celle du temps. En général, concours écrit COM, il est, comment dire, il se fait en 2-3 jours si mes souvenirs sont bons, alors que les concours BCE sont étalés en 2 semaines, enfin, selon les écoles que vous avez cochées, etc. Donc, disons que… Comment? Pardon? Quelqu'un qui a laissé son micro. Ah, ok. Donc, voilà, il y a cette différence de temps qui, pour moi, est la plus importante parce que, en fait, peut-être que vous ne le réalisez pas là, mais quand vous êtes en train de passer les concours, 2 semaines, par exemple, pour la BCE, c'est vraiment long. Et surtout si vous les passez après Écricom, parce que vous allez vous rendre compte de la différence. Écricom, en 2-3 jours, c'est plié, alors que BCE, voilà, il y a beaucoup d'effets d'attente, etc. Et ça joue psychologiquement, ça joue aussi sur votre façon de vous préparer, de tenir pendant ces 15 jours, etc., etc. Donc, il y a cette première différence qui est non négligeable pour moi. La deuxième qui est pour moi une fausse, comment dire, un peu une fausse idée, enfin, juste une idée reçue sur la différence entre les deux concours. On dit généralement que le concours BCE est beaucoup plus exigeant que concours Écricom. L'historique des concours a montré que ce n'était pas toujours le cas. Moi, par exemple, pendant mon année, le sujet d'économie d'Écricom était beaucoup plus dur que celui de la BCE. Et donc, je précise ça pour vous dire que c'est un concours qu'il ne faut pas négliger. Ne considérez pas que c'est un concours, que Écricom, c'est facile à passer par rapport à la BCE, etc. Oui, certes, vous avez moins de matières, vous avez moins de matières exigeantes aussi, vous n'avez pas la contraction de texte, ni la synthèse de texte, etc., etc. Mais le concours Écricom, si vous ne visez pas Écricom, bien sûr, c'est une excellente préparation pour le concours BCE. Ne serait-ce qu'en termes psychologiques. Ça vous met dans le bain directement. Donc, s'il y a une erreur à faire, vous la faites en Écricom et pas au concours BCE. Beaucoup, Zakaria. Alors, les amis, vous avez d'autres questions? Il y a Alexis qui va se connecter pour les aider. OK.
Désolé, les MP, enfin, juste, j'ai pas les éléments pour répondre à vos questions, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui arrive. Oui, un de nos profs va arriver tout de suite. Alors, il y a une autre question, Zakaria. La méthode des fiches dans toutes les matières est-elle efficace pendant la préparation? Euh, encore une fois, au risque de vous décevoir, question très bateau. En fait, juste, je dis pas ça pour vous faire chier, mais je dis ça juste pour vous montrer que, en fait, il n'y a pas d'unique méthode à suivre. Enfin, il n'y a pas une méthode reine, etc. En fait, chaque méthode, enfin, l'efficacité de chaque méthode dépend de celui qui l'utilise. Je veux dire, la méthode que moi, je vais utiliser va peut-être être hyper efficace pour moi et pas pour vous. Moi, par exemple, je savais que je ne pouvais pas… moi, généralement, je ne peux pas commencer un exercice si je ne maîtrise pas très bien le cours. Il y en a d'autres qui se sentent plus à l'aise de commencer les exos et ensuite voilà, peaufiner le cours, etc., juste pour avoir une idée un peu de ce qu'on attend concrètement d'eux. Donc, chacun a une façon de travailler et en l'occurrence pour les fiches, moi, je ne faisais pas des fiches dans toutes les matières, mais généralement, c'était la méthode avec laquelle je bossais, surtout en droit, en économie et en management, gestion. En culture G, par exemple, je ne faisais pas de fiches. Donc, en fait, ça dépend vraiment de l'apport psychologique que ça a sur vous un peu. Est-ce que quand vous faites une fiche, vous vous sentez plus confiant? Est-ce que vous sentez que ça vous aide quand vous écrivez? Est-ce que ça vous aide, enfin, quand vous résumez un cours, est-ce que ça vous aide à mieux le maîtriser? Ou alors est-ce que vous êtes plus efficace quand vous l'apprenez, etc. Ça dépend vraiment de vous pour le coup. Pour l'épreuve management sciences de gestion. Désolée, Zakaria, Ouais. juste prendre une Pardon. question MB. On va un peu Pour switcher vers les Alexis, MP. notre prof de maths. C. Alors, Shaib, je suis en train de chercher ta question. Bah, écoute, Alexis, tu peux déjà parler de manière générale et leur donner des conseils comment travailler dans la dernière année de prépa surtout. Ouais, salut. Et après, j'ai une question. X politique. Ah, ton micro a coupé, je ne t'entends plus. Ouais, tu disais la question. Je disais, tu peux déjà leur donner des conseils, comment travailler surtout les 4 mois qui restent en prépa. Et est-ce que les écoles X, l'X, Pont et Chaussée, Mines, etc. méritent un 5,5? Alors, présenter d'abord. Ouais. Donc, j'espère déjà vous m'entendez bien là. Je suis désolé, j'étais un peu pris de court, je suis sur mon téléphone. Donc moi là, je donne des cours de maths aux prépas scientifiques, donc MP, PC, TSI, PSI. J'ai aussi fait les cours pour les ECS. Donc mon parcours, j'ai fait MPSI, MP étoile et j'ai fait une 5,5 à Montpellier à la prépa Joffre. Et j'ai intégré l'ENSTA Paris, donc sur le concours Mines-Pont. Alors du coup, ouais, de manière générale, effectivement, il reste plus que 4 mois, tu m'as dit, c'est ça? Donc en fait, ça passe vite. Vous allez voir que la deuxième année, elle passe beaucoup plus vite que la première. Mais ce qui est important, en fait, c'est de garder le moral, garder la forme et le sommeil, ne pas négliger le sommeil. En fait, c'est de trouver son rythme. Et ça, le problème, c'est que le rythme, c'est chacun le trouvera. Alors, je ne sais pas, je n'étais pas là au début, peut-être que je vais dire des choses qui ont déjà été dites. Mais voilà, gérer un bon rythme équilibré. Si vous avez le temps de faire un peu de sport une fois par semaine aussi, c'est bien. Et tu m'avais posé une question plus précise sur la 5,5. Alors, la 5,5, c'est vraiment pas un truc qu'il faut envisager pendant l'année. Ça, vous saurez qu'une fois que vous aurez passé les concours, si vous êtes prêt à refaire une année ou pas. C'est pas une chose que vous pouvez savoir à l'avance. Donc, faut pas se dire au pire, je fais 5,5 ou moi, c'est mort, j'en ferai pas. Juste, vous posez pas la question. L'objectif, c'est les concours. Un point, c'est tout. Après, une fois que les concours sont passés, est-ce que ça vaut le coup de faire une 5,5 pour avoir l'X ou les mines ça dépend de vous, les résultats que vous avez par rapport à comment vous sentez que vous avez passé les épreuves et aussi
ce que vous pouvez viser. Parce que tout le monde peut viser toutes les écoles en arrivant en prépa. Mais les profs, ils verront bien votre niveau arriver à la fin de l'année. Il y en a qui peuvent prétendre à l'X, il y en a qui ne peuvent pas vraiment prétendre à l'X parce que, voilà, il se trouve que c'est un concours qui est hyper sélectif. Les ENS aussi. C'est compliqué. Après, avoir les mines ponts, déjà, ça se fait. Alors, le problème, en fait, je ne sais pas si ça a changé depuis, mais je ne crois pas. Le concours des mines ponts est très pénalisant pour les 5,5. C'est moins le cas pour Centrale, ou le NS ou l'X, mais pour mine pont, je crois que c'était, on avait 2 points sur 20 en moins en tant que 5,5. Donc, typiquement, les mines de Paris en 5,5, c'est mort. Par contre, ça vaut le coup pour, par exemple, avoir une Insta comme moi ou Télécom, ça peut valoir le coup. Après, la 5,5, c'est vraiment une question de ressenti. Moi, j'avais un pote qui avait eu il avait bien réussi ses CP, mais il n'avait pas eu Centrale et les mines en 3,5. Il avait l'ENSIMAG. Il a fait une 5,5 dans une autre prépa et il a intégré l'X. Donc, il n'y a rien qui est impossible. Après, ça, c'est un parcours assez atypique. Et il le sentait, lui, qu'il pouvait faire vraiment mieux. Après, si vous sentez que vous avez donné tout ce que vous avez pu au concours et que... Alors moi, par exemple, en 3,5, j'étais tombé malade pour Centrale, donc je savais déjà que je n'avais pas très bien réussi les concours. Mais si vous vous êtes dit sur le moment, franchement, j'ai donné ce que je pouvais faire, et faites pas 5,5 juste parce que, voilà, je ne sais pas, votre famille veut que absolument vous fassiez telle école ou quoi. Si vous avez fait ce que vous pouvez faire, que vous avez senti que voilà, il ne faut pas se forcer à faire une 5,5 parce qu'il y a le problème aussi de ceux qui se forcent, c'est qu'après on perd la motivation parce que 3 ans, ça commence à faire beaucoup. Moi, voilà, si vous avez le courage, je vous encourage à le faire. 5,5, ça peut valoir le coup. Mais voilà, il ne faut pas non plus se forcer, il ne faut pas se dire je ferai 5,5 dans tous les cas. Ça, surtout pas. En 3,5, on ne se dit pas bon, je me laisse non plus. Il faut se donner à fond. Et après, une fois les concours passés, vous aurez le temps de réfléchir, vous aurez quelques semaines pour vous dire est-ce que cette école, elle me va ou pas. Vous aurez le temps aussi de récupérer pendant 2 mois et puis ensuite de vous relancer pendant 1 an. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur la 5,5 ou de manière générale la MP. Je ne sais pas s'il y a d'autres, parce que c'est des conseils qui ne sont pas valables que pour les MP, bien sûr. Je vais voir si on a d'autres questions MP. Ouais. Je ne sais pas, en maths, MP, maths et physique, Alexis, est-ce que tu peux leur donner des conseils sur les autres matières? Parce que je sais qu'ils préparent surtout les maths physiques. Alors ça, effectivement... Comment bien se préparer aux dissertations MP, question MP. Oui, bien sûr. Ça, c'est un gros conseil, effectivement. Quand on est en MP ou même en prépa scientifique, on a tendance vraiment à passer, j'ai envie de dire, 95% de son temps à faire de maths et physique. Mais dès maintenant, reconnaissez les coefficients des matières du concours qui vous intéresse. Ce n'est pas le même pour tous les concours. Vous allez voir, notamment le français, c'est un très gros coefficient sur certains concours. Donc, c'est à ne pas négliger. Alors, le truc aussi, c'est que moi, de mon avis personnel, c'est qu'il y avait des matières qui étaient plus ou moins bachotables. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, les maths, ce n'est pas en vous réveillant 1 mois avant les concours que vous allez pouvoir avoir une bonne note. Par contre, personnellement, j'avais l'impression que la chimie, c'est un truc que je pouvais bosser en mettant à fond sur une courte durée. Je pouvais mémoriser des formules qu'il fallait, tout ça. Donc, ça dépend des matières. Il y a des matières où il y a plus de concepts à comprendre, d'autres, il y a plus de formules à mémoriser. Donc, il y a ça à prendre en compte. Je donne l'exemple de la chimie. Mais les langues, par exemple, ce n'est pas un truc qu'on peut bachoter avant. L'anglais, vous n'avez pas à apprendre votre vocabulaire juste avant. C'est régulièrement, quand vous avez le temps. Moi, par exemple, ce que je faisais, j'avais installé l'application de BBC News. Et quand j'avais un petit moment, je voulais prendre une pause, je mangeais un truc ou quoi, je lisais un petit article, ça dure 4-5 minutes en anglais. Et quand il y avait un mot de vocabulaire que je ne connaissais pas, hop, j'allais sur Reverso, je cherchais ce que ça voulait dire. Et comme ça, on apprend l'anglais, tout simplement. Et si vous avez la foi, faites une fiche de vocabulaire en anglais. Quand il y a un mot qui est pertinent, dans le sens où vous vous dites, ouais, c'est vrai que quand je fais mes calls,
il y a souvent des sujets pour lesquels je pourrais placer ce mot-là. Bah, faites une fiche, à la fin, vous aurez 200 mots de vocabulaire potentiellement pertinents. Donc ça vaut le coup. Après, je vous dis ça, moi, je n'ai jamais fait d'autres fiches. Ça dépend des gens. Il y en a pour qui il faut absolument faire des fiches et je comprends tout à fait. Alors, le nom de l'application, pour moi, c'était BBC News, tout simplement, je crois que ça s'appelait. J'utilisais ça pour lire parce qu'ils font des petits articles en fait en anglais, c'était pratique. J'avais une autre appli, et là je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'était en fait un player radio pour avoir tout simplement la radio de la BBC. Alors c'était la BBC, il y en a plusieurs, mais c'était World News que je prenais parce qu'ils avaient un accent, enfin, et ça parlait un peu des actualités dans le monde, pas qu'au Royaume-Uni. Et personnellement, j'aimais bien écouter pendant 10 minutes la radio en anglais avant d'aller en call. Ça, c'est un conseil, chacun fait ses trucs. Moi, j'aimais bien. Avant d'aller en call d'anglais, comme ça, je me mettais dans le bain et je n'arrivais pas complètement froid à parler de nouvelles langues. Du coup, ça m'habituait à avoir l'accent anglais, à l'écouter. Du coup, quand j'arrivais en call, au fur et à mesure, ça me permettait d'améliorer mon accent. En français, alors si j'avais fait une fiche de vocabulaire en anglais et j'avais aussi une fiche pour le français, mon petit conseil, c'est d'avoir des références, notamment pour l'oral, mais aussi pour les dissertations. Moi, je notais juste, par exemple, alors j'ai plus exactement d'exemple, hein, ça commence à remonter, mais vous mettez le nom de l'article ou de la vidéo quoi que vous avez vu avec l'auteur et l'idée qui en découle. Et comme ça, après, vous avez des petites fiches avec, par exemple, 20, 30 éléments. Alors, par exemple, et ça peut même servir en anglais, parce que l'école en anglais et en français, il y a plein d'arguments qu'on peut ressortir. Par exemple, moi, j'avais noté oui, le nom d'un documentaire qui montrait à quel point on n'avait pas conscience, par rapport, c'était pour les végétariens qui dénonçaient le fait qu'on tue les animaux, etc. Il y avait un documentaire court qui avait gagné un prix, je ne sais pas quoi. Bah, juste, j'avais le nom du truc et ce que je voulais en dire. Ça tenait en une ligne sur ma fiche. Et comme ça me permettait de caler des références à l'oral. Ça peut être sur tous les sujets en fait, qui tombent régulièrement à l'oral, que ce soit l'IA, etc. Quoi. Moi, j'imagine que maintenant, vous allez avoir le Covid parmi les sujets récurrents. Moi, à l'époque, c'était Donald Trump, le Brexit. Pour la dissertation, après, on ne peut pas trop caser ce genre de références. Il faut des trucs un peu plus littéraires. Mais vous pouvez aussi vous faire une fiche avec les références littéraires classiques sur le thème que vous avez cette année. Ouais. Juste pour rebondir un peu sur ce qu'a dit Alexis, sur les langues, entre autres, qui, comme il a dit, sont des matières qui convient de bosser régulièrement, etc., et pas de temps à autre, parce que c'est en étant au contact quotidien d'une langue qu'on commence à la maîtriser, etc., et qu'on commence à maîtriser aussi la façon de réfléchir dans cette langue. Juste pour l'anecdote, moi, en fait, j'avais ce petit carnet, ce petit répertoire quand j'étais en prépa. Je l'ai toujours. Moi, ça fait 4 ans que j'ai intégré, et pourtant, j'ai toujours ça. En gros, je m'étais acheté un petit répertoire où je casais à chaque fois les mots ou expressions sympas en anglais ou en arabe que j'apprenais et que j'avais envie de réutiliser, etc. Et pourquoi je le faisais dans un petit carnet? Parce que je le portais tout le temps avec moi. C'est pas galère à porter et je le consultais quasiment tout le temps. Et ça ça m'encourageait à réutiliser quotidiennement, dans mes dissertes, dans mes essais, etc., les mots que j'apprenais. Et dans l'école aussi, entre autres. Donc, juste l'idée derrière, c'est de faire en sorte que le vocabulaire que vous apprenez, en fait, ne l'apprenez pas en janvier pour ne le revoir qu'en avril, à la veille du concours. Non, apprenez-le en janvier et réutilisez-le dans vos essais, dans vos calls, dans vos dissertations, etc., pendant toute la période qui suit. Il faut que ça devienne un mécanisme, il faut que ça devienne naturel d'utiliser ces expressions que vous apprenez, etc. Et du coup, voilà. Et pour les infos, moi, je faisais à peu près pareil. En fait, je me disais, je suis en prépa, donc je dois être au fait de l'actualité, etc., que ce soit pour les écrits ou pour les oraux, parce que souvent dans les langues, les articles qui vous sont proposés sont des articles d'actualité.
Vous n'aurez pas enfin, c'est rare où vous tomberez sur un article historique ou quelque chose de ce genre, mais c'est souvent en anglais, entre autres, c'est des articles de The Economist, Financial Times, BBC, etc. Donc, en fait, je lisais souvent enfin, 2 à 3 articles par semaine, soit sur The Financial Times ou The Economist. Enfin, The Economist, j'aimais bien parce que enfin, j'aimais bien le style d'écriture, etc. Et donc, je lisais ça non seulement pour l'actualité, donc je me disais que plutôt que de suivre l'actualité en français, je vais la suivre en anglais, comme ça, je vais à la fois avoir des faits d'actualité, 2, apprendre de nouvelles expressions en anglais, et 3, m'habituer au style d'écriture de textes qui vont potentiellement être proposés le jour du concours. Parce que, enfin, qui sait, vous allez peut-être tomber sur le même auteur qui a écrit plein d'articles que vous avez lus et qui sera l'auteur de l'article que vous aurez le jour J au concours. Donc, vous vous habituez à un style d'écriture, à un style de réflexion. Vous lirez plus rapidement enfin, cet article le jour J parce que vous êtes habitué à ça. Et voilà, donc pour moi, c'est un pari gagnant de faire ce genre de choses. Karim, j'ai une question. Oui. En fait, c'est une question qui a été posée, mais je vais la reformuler d'une autre manière. Bien sûr. Est-ce que dès le début de tes 2 ans de prépa, tu savais que tu allais avoir HEC? Non, enfin, tu ne peux jamais savoir parce que voilà, même si, enfin, quand bien même tu es très bon, etc., bah, enfin, ce qui importe, c'est pas à quel point tu es bon, mais c'est à quel point on va te considérer comme bon. Donc, c'est le jury in fine qui décide. Et on a plein d'histoires d'accidents positifs ou négatifs qui ont eu lieu le jour du concours. Donc, de gars qui prétendaient même pas à Écricom et qui se retrouvent à HEC ou à l'ESSEC. Enfin, c'est des exemples réels. Et inversement, des gens qui pensaient qu'ils étaient destinés à un top 3 et qui se retrouvent enfin, en bas de l'échelle dans des écoles ICN, etc. Donc, en fait, n'oubliez pas que les concours, c'est aussi, c'est beaucoup de préparation, mais c'est aussi une part de loterie qui peut autant jouer en votre faveur qu'en votre défaveur. Et juste parce qu'il y a une part de surprise, qu'elle soit bonne ou mauvaise, bah, ne vous privez pas de cette surprise-là, et idéalement d'une bonne surprise. Donc, ne vous pénalisez jamais. Moi, j'ai vraiment rencontré des profils. Enfin, moi, honnêtement, j'ai rencontré, enfin, parce que j'ai fait passer pas mal d'oraux, etc. Je fais passer pas mal d'oraux depuis que j'ai intégré, depuis 4 ans maintenant. Et donc, j'en ai vu des étudiants et je vous jure que j'ai vu des gars qui ne savaient pas placer 2 mots en français et un gars en particulier et qui a fini à l'ESSEC alors qu'il était, tout juste avec la barre, il avait tout juste eu la barre d'admissibilité. Donc franchement, il y a 1000 et une raisons d'espérer. Je veux dire, comptez pas sur l'espoir à 100%. Enfin, préparez aussi de votre côté, enfin, préparez de telle sorte à minimiser cette part de surprise, etc. Comptez pas sur ça. Et puis le reste, j'espère qu'il ira dans votre sens, quoi. Ouais. Pour l'anecdote, moi j'avais un gars dans ma classe, il était tellement sûr d'avoir Alix qu'il avait même demandé au prof, alors ça parlera juste aux prépas scientifiques, mais s'il était obligé de faire un TIPE parce que Alix en fait s'est remplacé par une approche doc et c'est le seul concours où il y a ça. Mais ils lui ont dit si, fais-le quand même pour assurer, on ne sait jamais. Mais le gars il n'a même pas été admissible. Donc franchement, je ne voulais pas savoir. Bon, il a fini à Central Paris, donc ça va, il n'est pas à plaindre. Mais franchement, ouais, comme tu dis, minimiser la surprise. Alors, c'est bien de viser une école pour avoir la motivation. Moi, au début, en sup, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Donc, c'est après, en arrivant en 3,5, je me suis dit, tel truc, ça peut être bien et tout. Bon, effectivement, il y a toujours le top, le numéro 1, mais c'est bien de viser le numéro 1. Viser une école qui t'intéresse potentiellement. Mais comme tu dis, en se disant, on ne sait jamais. Tu sais jamais là où tu es. Ça peut être mieux, ça peut être moins bien. Et il ne faut pas non plus se déprimer pour ça parce que bon, là, c'est la seule chose qui vous importe pour l'instant. Mais bon, il y a plein d'autres choses après dans la vie. Il ne faut pas non plus en faire un drame. Je vais un peu dans ce sens-là, juste pour répondre à la question qui m'a été posée. Est-ce que je savais que j'allais avoir HEC? Du coup, clairement, non. Mais je savais que je voulais avoir HEC.
Et c'est là que la notion d'objectif prend toute son importance. Donc, enfin, ne soyez pas sûr de vous à 100%, mais ayez confiance en vous et ayez confiance en vos objectifs. Et par là, j'entends, fixez-vous des objectifs. N'ayez pas peur de vous les fixer et surtout, n'ayez pas peur de les annoncer. Et là, je parle en particulier aux premières années, parce qu'en général, on aime bien comment dire, taire un peu ses objectifs, ne pas en parler parce qu'on a peur du mauvais œil, entre autres. Nous, les Marocains, on connaît très bien ça. Mais moi, je vous dis, la meilleure chose à faire pour pour tenir un objectif, l'une des meilleures choses, c'est de l'annoncer aussi. Parce qu'en l'annonçant, vous savez que vous voulez atteindre cet objectif-là. Les gens savent que vous voulez atteindre cet objectif et vous n'avez pas à vous embêter avec les histoires de « Ah, faut pas que je montre que je bosse », etc. Bref, ça, c'est juste des distractions qui à mon sens… J'insiste sur ça parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce genre d'état d'esprit. J'en ai rencontré pas mal. Mais juste ça, c'est des distractions inutiles et futiles à mon sens. Concentrez-vous sur ce qui importe, c'est que vous arriviez à concrétiser votre objectif. Et ça passe par vous et pas par les autres. Ouais, et là-dessus, c'est ce que je disais, c'est chacun à son rythme. Et vraiment, assumez votre rythme. Genre, vous mentez pas à vous-même. Soyez le plus honnête possible. Mais après, assumez votre rythme. Il ne sera pas le même que les autres. Je sais que moi, j'avais quand même besoin de temps pour moi, peut-être plus que d'autres. Il y en a qui ils prenaient une pause de 15 minutes après les cours et direct, ils les enchaînaient. Alors moi, je ne vous dis pas de faire comme moi, mais je sais que moi, j'avais vraiment besoin de plus de temps. Mais le week-end, j'avais beaucoup de mal à bosser, par exemple, le samedi après-midi. Moi, ce que je conseille le samedi après-midi, c'est reprenez le DS, enfin, pour ceux qui ont DS le samedi matin, reprenez votre truc, comprenez vos heures et tout. Moi, ce que je faisais, effectivement, je regardais un peu la correction, tout ça, mais je rentrais chez moi, je faisais une sieste pendant 3 heures. Alors que je connaissais un gars 1 an au-dessus de moi, lui, il dormait 3 heures par nuit. Donc, et ça lui allait, c'était son rythme. Donc, certes, après, il bossait plus, mais c'est pas la peine non plus de faire une dépression et de devoir quitter la prépa parce qu'en fait, vous êtes dans un état psychologique qui ne va pas. Donc, connaissez votre rythme, dites-vous, voilà, ça, c'est un peu mon challenge de savoir jusqu'où je peux aller parce que vous n'allez pas avoir beaucoup d'occasions dans votre vie d'avoir un objectif aussi dur à atteindre en termes de travail. Dites-vous, qu'est-ce que je peux donner? Moi-même, je vais essayer de me dire, là, pendant 2 ans, ou du coup, enfin, pendant 4 mois, pour ceux qui vont passer les concours bientôt, de quoi je suis capable en me mettant, en voulant donner le meilleur de moi-même dans le boulot, quoi. À partir de là, vous trouvez votre rythme, mais après, pas la peine non plus de s'user. Je veux dire, votre corps, il faut en prendre soin si vous voulez aller jusqu'au bout. Donc voilà, cherchez à faire le maximum de ce que vous pouvez, mais sans faire plus, quoi. Moi, c'est hyper intéressant ce que dit Alexis là, et en fait, ça montre un peu pourquoi je ne réponds pas généralement. Je ne réponds pas de façon très précise aux questions que vous me posez du style comment est-ce qu'il faut s'organiser en maths, voilà, est-ce que c'est rattrapable en 4 mois, etc. Juste, et en général, quelle est la meilleure méthode pour bosser en culture G, etc., etc. Généralement, je ne réponds pas de façon précise à ce genre de questions pour la simple et bonne raison que je pense qu'il n'y a pas d'unique méthode et passe-partout qui fonctionne pour tout le monde, etc. Ça dépend vraiment de tout un chacun. Si vous n'utilisez pas la même méthode que la personne que vous admirez en prépa et dont vous considérez qu'elle est destinée à avoir un top 3, n'ayez pas peur parce que cette méthode, elle fonctionne peut-être elle fonctionne pour ce gars-là, mais elle ne fonctionnera peut-être pas pour vous parce qu'elle ne correspond pas, elle n'est pas en phase avec la personne que vous êtes, avec la façon dont vous travaillez, etc. Donc, par là, j'entends, ne vous mettez pas des pressions inutiles. En fait, ne vous comparez pas trop à la façon dont travaillent les autres. Vous pouvez comparer un peu peut-être l'efficacité d'une méthode par rapport à une autre, mais généralement, je veux dire, il ne faut pas trop se mettre la pression en se disant ce gars-là, il fait des fiches, etc. Moi, j'en fais pas, donc je vais moins bien m'en sortir. Non, ça dépend vraiment de vous. Ça dépend vraiment de vous. Il y a 1001 façons de préparer une matière. Donc, voilà, ça a l'air un peu bateau ce que je dis, mais en fait… Ok. Comment? Donc, non, j'ai une dernière question pour Alexis.
pour un élève MP. Donc, ça va être la dernière question. Comment faire avec la rédaction? Comment faire pour rédiger les réponses? Shaib nous dit ça, non? La rédaction en maths? La rédaction en maths, Shaib, ou en quelle matière? Allô? Oui, Shaib. Désolé, j'ai un problème de connexion. Tu m'as dit qu'il y avait une question pour moi? Oui, des conseils pour avoir une meilleure rédaction. Ok. Alors, ouais, j'ai vu la question, hein, je voulais venir dans la discussion. Alors, la rédaction, parce qu'il y avait une question sur les dissertations. Du coup, je voulais savoir si c'était la rédaction en français pour la dissertation ou la rédaction plutôt scientifique en maths et en physique. S'il n'y a personne qui a posé la question, peut préciser. La rédaction scientifique, s'il te plaît. Scientifique, ok. Alors ça, là, pour le coup, en maths, rédiger. Allô? Oui. C'est bon? Là, tu m'entends? Oui, là, on t'entend, merci. Ouais, désolé, il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler depuis tout à l'heure, c'est pour ça ça coupe à chaque fois. Alors, je vais essayer de ne pas être trop long. Ça dépend en fait des gens déjà de base. Moi, j'étais quelqu'un qui rédigeait assez bien parce que j'étais un peu perfectionniste et lent, mais du coup, en fait, c'était pas forcément toujours un atout parce que je faisais assez peu de questions par rapport à d'autres. Pour ce qui est de s'entraîner sur la rédaction, n'hésitez pas en fait à lire, comme vous le disiez, les corriger vraiment en détail. Vous ne pouvez pas juste comprendre le raisonnement, quelle méthode ou argument il a utilisé, mais vraiment de voir. Alors ça dépend des corrigés, hein, mais un corrigé qui est bien fait, il va vraiment utiliser les quantificateurs au bon endroit, etc. Et ça, la rédaction, c'est important surtout à des concours comme Minpon ou X. Là, ils font vraiment attention à ce qu'on ne dise pas n'importe quoi. Il faut toujours définir les éléments qu'on utilise à l'avance. Je suis toujours connecté là ou pas? Ouais, c'est bon? Oui. Ok, non, je voulais savoir, j'avais l'impression que ça avait freeze encore. Du coup, voilà, définissez tous les éléments que vous utilisez. Après, il y a des concours, par exemple, Centrale. Il faut faire beaucoup de questions pour réussir. Donc, à Centrale, voilà, il faut réussir à faire vite. Allô? Oui, c'est bon. Ah, je suis désolé, là, il y a deux personnes qui veulent me joindre. Ouais, donc travailler la rédaction, c'est hyper important, mais le jour du concours, il faut vraiment essayer de faire avancer, pas perdre trop de temps non plus là-dessus. Donc le mieux, c'est de s'entraîner sur vos DS ou vos DM. Et voilà, j'ai envie de dire, c'est pas évident à travailler parce qu'il y a peu d'occasions, donc profitez vraiment des occasions que vous avez à l'écrit en DS et en DM là-dessus. Regardez bien les corrigés et puis ça a une part importante, surtout pour les mines et l'X. Soignez bien votre présentation. Pour Centrale et CCP, je vous dirais quand même de ne pas dire de bêtises, mais de faire le plus de questions possible. Merci Alexis, merci Zakaria, ça sera tout pour ce soir. C'est juste peut-être un petit mot de la fin Oui. avec ceux qui Ouais, on finit avec sont là. toi, Zakaria. Comment? On finit avec toi. Ouais, bah du coup, voilà, pour le coup, je finirai sur des idées un peu bateau, etc. Franchement, pour les deuxièmes années en particulier, voilà, vous êtes à quelques mois des concours. Je pense que c'est le moment de réaliser un peu tout ce qui a été fait et accompli jusqu'ici. Ça fait 1 an et demi que vous avez choisi la voie de la prépa, etc. Bon, pour certains par défaut, pour d'autres par intime conviction, etc. Mais dans les deux cas, vous êtes amené à passer un concours dans 5 mois. À mon avis, tirez-en vraiment le meilleur. C'est assez paradoxal à dire, mais moi, 4 ans après, je suis très nostalgique de la prépa, etc. Parce que, en fait, c'est une période où vous sentez que vous êtes
réellement animé par un objectif de longue haleine. C'est pas facile. Je pense que c'était l'une des plus dures épreuves que j'ai eu à affronter de toute ma vie. Donc, soyez fiers de vous déjà d'avoir à passer ces concours-là. Et pour moi, cette fierté ne peut se concrétiser que si vous vous donnez à fond jusqu'au bout. Donc, à mon avis, fini les discours défaitistes en mode voilà, j'ai pas bossé pendant 1 an et demi, de toute façon, les dés sont jetés, jamais je réussirai à avoir telle ou telle école, etc. Permettez-moi de vous dire avec certitude, vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien et vous ne pouvez pas le savoir de toute façon. Donc, quand vous ne savez pas ça, donnez tout ce que vous pouvez donner le jour J. Comme ça, si jamais vous n'avez pas les écoles auxquelles vous aspirez, bah, au moins, vous n'aurez pas le regret de vous dire « Ah, mais si j'avais bossé juste un peu plus, j'aurais pu peut-être avoir ceci, cela, etc. » Non, donnez vraiment le meilleur de vous-même tous les jours jusqu'à la fin. Et ensuite, advienne que pourra. Et 5 mois, c'est pas long, mais c'est pas court non plus. Ce pourquoi je vous donne un des conseils qui m'ont le plus aidé, moi, à l'époque, c'est, en fait, souvenez-vous de ça de cette façon-là, maîtriser les temps forts et les temps morts. Et par ça, j'entends les temps forts, c'est quand vous bossez, quand vous bossez, quand vous préparez-vous vraiment à fond. Et comme je le disais tout à l'heure, faites un travail intelligent. Tout travail que vous faites à partir de là doit vous servir directement le jour J. Ne faites pas de travail gratuit, ne bossez pas de façon dogmatique juste pour bosser, etc. Tout travail doit être exploité et exploitable. C'est-à-dire que quand vous préparez une matière, vous ne vous dites pas « c'est pas grave, si je ne comprends pas, je comprendrai après ». Non, faites l'effort pour comprendre maintenant ce qui cloche, etc., pour combler les lacunes que vous avez, comme si vous alliez passer le concours demain. Et donnez-vous à fond dans chaque chose que vous faites. Et moi, moi, je pense que c'est ce qui m'a le plus aidé à avoir les résultats que j'ai eu au concours, etc. Parce que à chaque fois où je travaillais vraiment à fond. Et à chaque fois où je me reposais à fond. Et c'est ça que j'entends par temps mort. Moi, je ne faisais jamais les choses à moitié et je vous conseille d'en faire tout autant, etc. Et c'est cette manière-là, et seulement de cette manière, je pense que vous n'aurez pas de regrets, etc. Quand vous attaquez, vous êtes prêt à attaquer à 100%. Quand vous allez faire la fête, vous allez vous reposer, etc., vous le faites comme il se doit pour mieux relancer la machine après. Et puis du reste, voilà, je vous souhaite beaucoup de courage. Je pense que vous en avez déjà pour avoir choisi cette voie-là. Vous avez beaucoup de mérite. Faites en sorte que ça ne se fasse pas en vain. Et voilà, force. Merci. Avec grand plaisir. Bon courage. Merci. Salut. Salut, bonne soirée. Au revoir. Au revoir, bon courage. Merci beaucoup, Alexis. Merci, Alexis. De rien, bonne soirée. Ouais.